Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. On ne s'en était pas forcément rendu compte, mais c'était l'IFA, le salon de l'électronique de Berlin, probablement parce que l'événement physique avait été pour le moins repensé pour une fréquentation plus limitée en adéquation avec les gestes barrières face au coronavirus. On va faire le tour ensemble des produits remarquables qui ont attiré l'œil de Guillaume Poggiaspala, l'affichage, le son, les processeurs, les ordinateurs. On fera le tour ensemble. Nous ferons aussi un petit point d'étape sur les affaires de l'été, notamment avec les GAFAM qui continuent à attirer les regards des régulateurs. Nous parlerons aussi de jeux vidéo avec l'officialisation de la Xbox One S All Digital Edition. C'est tout frais, ça vient de sortir là aujourd'hui, ce mardi, au moment où on enregistre. Sans compter, Mario Kart Live. Oui, Mario Kart dans votre salon, ce sera bientôt possible. On vous dira tout. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui pour qui les éclairages tech sont aussi indispensables que les masques en entreprise. Auteur de machines de jeux et de mon offre de livres disponibles dans toutes les bonnes librairies physiques et dématérialisées, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, bonsoir à tous. Je suis finalement là. Et tu es finalement là parce qu'on a eu des petits aléas de connexion Skype et en fait même de sortie de son, etc. Mais c'est le quotidien des podcasteurs. Il paraît que tous les podcasteurs ont des soucis de ce type-là, techniques, au moment d'enregistrer, c'est normal. Dites-nous si ça vous embête pas trop et si vous n'êtes pas trop embêté par nos petits aléas. Je pense pas au moment où vous écoutez ce podcast, mais en tout cas vous pouvez nous le dire, tout comme vous pouvez nous dire tout le bien que vous pensez de Tech Café sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Et puis vous pouvez aussi soutenir Tech Café sur Patreon. Un petit engagement financier pour chaque publication d'épisode sur patreon.com/techcafé pour quelques euros. Merci beaucoup à tous les soutiens sans qui le podcast peut-être ne continuerait pas de la même manière. Vous êtes plus de 200 toujours à nous soutenir. Merci en particulier à Lesk, Guillaume, Zugmeyer et Toulac qui nous soutiennent. Et parmi les bénéfices qu'on peut rappeler à ceux qui nous soutiennent, le flux privé du podcast qui est garanti pour toujours, 100% sans pub, même si demain on nous fait des torrents de propositions budgétaires pour diffuser de la pub, promis, si vous êtes Patreon, vous y serez jamais soumis. Et puis le chapitrage des émissions, je sais à quel point ça compte pour certaines et certains d'entre vous. Allez jeter un coup d'œil, patreon.com/techcafé. Sans autre forme de procès, nos petites news, Guillaume, c'est toi, ça a attiré tout ton regard. Moi j'avoue que je suis passé au moment où ça sortait à côté de toutes ces infos, parce que j'avoue que c'était pas dans ma veille beaucoup, mais cette IFA 2020, cette grand-messe de la technologie grand public, qui évidemment est diffusée cette année avec un angle un peu particulier, celui des gestes barrières, beaucoup moins de monde, voire peu de visiteurs, et limite que des journalistes, Guillaume. Oui, finalement, l'IFA a été maintenu, l'IFA 2020 a été maintenu, donc ça veut dire... Alors IFA, j'ai appris que ça voulait dire Internationale Funkausstellung. Je me serais pas risqué à le prononcer, tu vois, dans l'émission. Bravo, bien joué. Tu t'es entraîné. Ah bah oui, évidemment, longtemps. Alors ça veut dire Salon international de la radiodiffusion, et en fait c'est le plus ancien salon industriel allemand, sans doute un des plus anciens du monde, puisqu'il démarre en 1924. Donc en 1931, d'ailleurs, déjà, on y voit la première démo d'un tube cathodique. Ah oui, ça remonte effectivement, on emmenait à nos écrans hyper plats, tellement plats que le son est pourri parce qu'il n'y a pas assez de place pour les parleurs, mais il y avait les écrans cathodiques, c'est bon ça. Et oui, alors c'était un salon qui est devenu annuel, puis il est repassé bisannuel, là il est à nouveau annuel depuis 2005, et c'était jusqu'à présent, c'était devenu le plus grand salon électronique grand public, plus de 270 000 visiteurs, 1000 exposants, 6800 journalistes, enfin ça c'était avant, puisque du 3 au 5 septembre, cette IFA 2020 était sans doute le plus bizarre, le plus étrange, le plus vide aussi de mémoire d'IFA. En tout, 1000 personnes max ont pu être présentes sur site chaque jour, Covid oblige. Donc le salon était réservé au B2B globalement, et les stands étaient particulièrement pauvres, les allées incroyablement vides. Les quelques photos qu'on voit sont assez, c'est vraiment surréaliste quoi. Alors il y a quand même Honor, TCL et Realme qui ont proposé des keynotes en présentiel, mais la majorité des événements en fait étaient en ligne, donc c'était un IFA hybride, principalement en vidéo ou en 3D même, parce que Samsung par exemple a opté pour un showroom en 3D interactif au nom incroyablement pompeux, puisque ça s'appelait Life Unstoppable.
Ils sont inarrêtables chez Samsung. Oui, alors il y a aussi eu des événements déportés. Par exemple, Honor qui a fait ils ont fait une présentation relayée à Paris pour les journalistes, avec la possibilité de prendre les produits en main, tout ça. Et le site officiel de l'IFA servait de hub un petit peu pour les stands virtuels aussi. Donc c'était un IFA hybride, dont on ne sait pas s'il en préfigure beaucoup d'autres, évidemment, mais c'est vrai que les journalistes pourraient peut-être à un moment simplement renoncer à venir à ce compte-là, parce que c'est vrai que la plus-value de venir à Berlin, elle est quand même désormais assez faible. Alors peut-être que dans 2 ans, le Covid ne sera plus qu'un mauvais souvenir et qu'on reviendra aux vieilles habitudes, on va savoir. On verra d'ici l'an prochain comment ça se profile. Bon, c'est l'éternel débat qu'on a depuis le début de cette crise sanitaire. C'est quel rôle des salons physiques. On en a déjà longuement parlé. Ben là, force est de constater que, encore une fois, ça peut très bien se tenir, mais surtout très bien se tenir en ligne. Et il y aura probablement des arbitrages. Le côté temporaire doit beaucoup jouer aussi dans le fait de maintenir un salon coûte que coûte, même si la fréquentation est moins grande. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention, Guillaume, dans les produits qui ont été présentés dans le cadre de cet IFA un peu particulier? Il y avait du beau matos quand même. Donc chez Samsung, par exemple, on était unstoppable. Oui, donc il y avait une maison. En fait, ce que c'était une maison reproduite sous Unreal Engine. Donc c'était comme dans un jeu vidéo. C'était une sorte de niveau de jeu vidéo dans lequel on pouvait voir en situation et interagir avec les nouveaux produits de la marque. Et assez réaliste, le rendu. Ouais, plutôt réaliste. Enfin, en tout cas, c'était ce qui était souhaité. Bon, après, ça reste un rendu plus proche d'une PS4 qu'une PS5 quand même. Mais bon, voilà, c'était, disons, un truc en temps réel. C'est beau. Oui. Non, je disais c'était beau. Oui, c'était plutôt beau, effectivement. Et moi, pour ce qui m'a marqué, outre évidemment du Galaxy, un petit peu ce que tu veux, un petit peu partout, il y avait évidemment The Premiere, un projecteur laser à focale courte. Alors attention, c'est du 4K HDR+, donc HDR+, c'est comme HDR tout court, ça fonctionne sur 10 bits, donc au lieu de 8 pour étendre la dynamique, c'est du HDR, voilà, on a plus de couleurs, donc plus de précision dans les couleurs, plus de luminosité, etc. Mais en plus, le HDR+, ce qu'il fait en plus, il est capable de véhiculer des informations de réglage spécifiques, potentiellement sur chaque image. Ce qui veut dire qu'une scène sombre, par exemple, pourra avoir ses propres réglages, ou une scène où il y a principalement du rouge pour avoir des réglages différents, et voilà, par exemple, pour optimiser l'affichage de telle ou telle couleur, ou telle gamme, etc. Donc, plus que jamais, il faut que le contenu soit prévu pour, quand même. Absolument, oui, bien sûr, il faut que le contenu soit prévu pour. Bon, alors en plus, c'était vraiment impressionnant le premier, puisque c'était un courte focale. Donc tu peux avoir un écran de 2,50 m avec seulement 10 cm de recul, et ça, c'est incroyable. 3,3 m de diagonale si tu le recules un petit peu plus. C'est vraiment très impressionnant. Alors, ne me demandez pas le prix pour ce LSP9, mais il existera un LSP7 qui sera seulement Full HD, donc il devrait être aussi plus abordable. Bon, vous attendez pas un truc au-dessous des 2000 €, quoi, mais c'est quand même un truc assez compact, puisqu'il est pas très gros, il est transportable, il est smart, sous Tizen OS, et il intègre même un système de son 4.2 de 40 watts. Donc je suppose qu'évidemment ça peut faire rêver, c'est assez pratique, en plus les charges-fronts. Ouais, j'avoue que ces projecteurs là à courte focale, c'est quand même une proposition hyper intéressante. Alors ça reste particulier parce que de manière très pragmatique, dans ton salon, tu peux te dire bah tiens, ça me fait moins une occupation d'un gros machin comme la télé. Le fait est qu'il faut quand même que le mur soit bien blanc, bien vide pour accueillir l'image quand tu la projettes. Donc ça reste un peu particulier dans le salon, mais je trouve ça top, d'autant que comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus des écrans de télé qui ont des sons complètement pourris. Et du coup, visiblement, le produit là intègre une restitution de son plutôt intéressante. Quand on voit le prix de certaines barres de son, ça peut être quelque chose d'assez cohérent finalement de s'équiper de ce genre de choses pour de la diffusion de vidéos dans le salon, quoi. Oui, après 40 watts, effectivement, c'est pas énorme. Celui 4.2, c'est pas non plus foufou, mais c'est vrai que si on parle de système de son, justement, Samsung présente aussi 2 nouvelles barres de son, les HWQ900T et les Q950T, qui sont compatibles son spatial Dolby Atmos et DTS X. Donc c'est des solutions relativement compactes qui font profiter d'une spatialisation totale en 7.1.2 ou en 9.1.4. Alors la première barre, donc, elle utilise ses haut-parleurs donc la réflexion des murs pour faire 7 canaux de spatialisation, mais dans le plan de ta tête, en fait, globalement. Mais pour aller plus loin, et pour entendre vraiment l'hélicoptère non seulement passer autour de toi, mais aussi au-dessus de toi, vraiment, il faut passer à l'Atmos ou au DTSX, qui utilise des haut-parleurs qui sont orientés vers le plafond et qui créent une 3e dimension.
Donc 7.1.2, c'est 7 canaux horizontaux, le plan horizontal, et 2 canaux verticaux. Il a 9.1.4, donc on a 9 canaux horizontaux et 4 canaux verticaux pour placer précisément les sources dans tout l'espace de la pièce. Et donc, mais des canaux verticaux, ils sont intégrés à la barre ou c'est des petits appareils annexes? J'avais eu du mal à comprendre justement ça. Alors ça dépend, si tu fais du 9.1.4, donc comme le haut de gamme, en fait il faut 2 satellites supplémentaires, et dans la barre il y a aussi des haut-parleurs qui sont orientés vers le haut. Donc, d'accord, ok. Normalement les haut-parleurs sont orientés vers toi, avec les DTSX et les Atmos, il faut aussi des haut-parleurs qui sont orientés vers le haut, qui reflètent au plafond. Et donc en fait, pour la barre la moins chère, il n'y a pas besoin de satellites, il y a 2 satellites supplémentaires. Pour la barre la plus chère, évidemment ça fait une spatialisation un petit peu plus précise, parce qu'il y a plus de sources, quoi. Donc c'est des barres qui sont assez fines, assez jolies, et évidemment qui coûtent quand même 1000 et 1500 euros respectivement. Voilà, c'est forcément assez cher, mais pour un son spatial, comme au cinéma, vraiment comme au cinéma. Mais ça y participe, hein, de toute façon. La qualité de son sur ce genre d'immersion, ça peut être top. Il y avait même les lave-linges que tu as relevé. Ouais, il y a le WW9800T qui est un lave-linge intelligent, qu'ils disent. Donc ça me laisse songeur, quoi. Bah écoute, il est truffé de capteurs, bon, dont un pour la saleté de l'eau, donc il détecte la saleté de l'eau, en fait, il détecte à quel point l'eau est trouble. Et donc, il a plein d'algos aussi qui apprend tes habitudes, qui prend en compte plein de facteurs. Le lave-linge pourra donc s'adapter à tes besoins et éventuellement raccourcir les cycles s'il faut, optimiser l'utilisation du détergent et compagnie. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Et j'ai noté qu'on a aussi droit à un sèche-linge avec pompe à chaleur, qui d'ailleurs communique avec le lave-linge, ils se parlent entre eux. Donc en fait, en gros, le lave-linge, il sait ce que t'as mis dedans, puisque t'as sélectionné un programme, et il le communique directement au sèche-linge. En fait, t'as pas besoin de régler le sèche-linge. Le sèche-linge sait ce qu'il doit sécher. Il manque plus que le bras robot qui ouvre le hublot et qui charge le sèche. Si c'était une laveuse séchante, en fait, ce serait encore plus simple. Ouais, c'est vrai. Le truc, c'est que peut-être que c'est difficile de mettre une pompe à chaleur dans une laveuse séchante pour le moment, mais donc voilà, au lieu que ça perdrait en capacité, peut-être, pour le coup. Absolument, ouais. Et donc, moi, il me semble que c'est assez nouveau, ça, les pompes à chaleur dans les sèche-linges. Au lieu d'avoir une bête résistance qui chauffe le linge, en fait, il y a un système comme une sorte de climatisation, mais à l'envers, et ça permet, voilà, de chauffer avec, disons, d'une manière, avec un rendement bien meilleur, puisqu'apparemment la machine atteint le A+++. Donc, Est-ce que les pompes à chaleur, ça fonctionne? Alors, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais je suis tombé sur, j'aime bien la chaîne Villebrequin sur YouTube, où ils expliquent un peu des fonctionnements de voiture. Alors, je retiens peut-être une chose sur 10 dans ce qu'ils racontent, mais je sais pas, j'aime beaucoup la manière dont ils essayent d'apporter de l'information autour de la voiture en général. Ça se sent que c'est des passionnés. Bref, ils ont fait une vidéo sur le fonctionnement de la climatisation dans une voiture. Et alors, j'ai découvert, mais vraiment bêtement, quoi, comment fonctionnait une climatisation de voiture. Je savais pas. Donc, il y a les parallèles avec les frigos, avec la dilatation du gaz, etc. Une pompe à chaleur, c'est le même principe? C'est la dilatation d'un gaz? Oui, c'est le même principe. C'est une clim à l'envers, tout simplement. C'est comme quand tu as une clim réversible, en fait. On se demande pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas inventer le frigo sèche-linge, du coup? En fait, une climatisation, ça sècherait le linge, puisque ça assèche l'air, je suppose. Donc ça pourrait marcher très bien. Bon, après, il faudrait pas que ce soit trop froid, mais oui, je pense que ça pourrait marcher. IFA 2021 peut-être, je vais déposer un brevet. Écoute, ça c'était du côté de Samsung, donc très présent Samsung sur en plus une gamme de produits super large dans la maison. LG, toujours avec des propositions qui moi me font sourire, mais on va regarder ensemble. Avec l'affichage, oui c'est vrai, je suis méchant, mais l'affichage, allons-y. Oui, parce qu'ils nous ont gâtés avec un projecteur laser aussi, hein, mais qui a donc lui atteint une diagonale record de 7,60 m en 4K et HDR+. Donc c'est un gros projecteur sous WebOS, et alors lui il est pas du tout à courte focale, hein, c'est un truc normal en fait, hein, que tu poses assez loin d'un mur, et c'est quand même très impressionnant, parce que je crois que j'ai même pas le mur pour lui rendre justice, parce que presque 8 mètres de diagonale, il faut quand même avoir la place, quoi, c'est assez incroyable. Mais bon, voilà, pour un écran, imagine jouer sur un écran pareil, hein, ça doit être vraiment très très fort. Alors, remarque, jouer sur un écran OLED 8K de 88 pouces, c'est-à-dire soit 2,20 m quand même, c'est pas mal non plus. Hein, oui, c'est effectivement. Voilà, et puis ils seront compatibles G-Sync, ils seront compatibles VRR, donc Variable Refresh Rate, donc vitesse de rafraîchissement variable, pour optimiser la fluidité dans les jeux, etc. Alors bon, là aussi, elle me demande pas les prix, mais bon, de toute façon, il faudra une RTX 3090 hein, pour espérer jouer avec ce genre de truc. Donc je suppose qu'effectivement, tu n'es pas à ça près. Non, effectivement, quand on lâche un petit chèque, après on est prêt à en mettre un deuxième pour que tout soit cohérent, effectivement. Du son aussi du côté de chez Philips. Ouais, les casques hi-fi Philips Fidelio vont arriver le L3, hein, le petit dernier qui sera Bluetooth 5, aptX HD, Google Assistant intégré, réduction de bruit, mini jack, et oui, il faut, parce que le jack c'est bien.
et 400 € quand même pour 2 haut-parleurs de 4 cm avec une structure en triple couche maison qui, selon Philips, ça donne un son exceptionnel. Mais Fidelio, c'est aussi des barres de son désormais, des barres de son Dolby Atmos encore et des TSX, donc les B95 et B97 qui offrent donc du 7 ou 5.1.2. Donc la B97 a 2 satellites aimantés qui sont détachables, et pas la B95, hein, mais qui a quand même 14 haut-parleurs dédiés qui donc permettent de faire une spécialisation virtuelle comme ça. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique d'avoir, je suppose, une barre de son, ou à la limite une barre de son et 2 satellites pour avoir un son spécialisé comme ça dans ta pièce. C'est quand même vraiment sympa plutôt que d'avoir une constellation comme ça de haut-parleurs de partout. C'est sûr. Donc c'est quand même pas mal, donc ça pourrait démocratiser un petit peu le Dolby Atmos qui reste quand même un truc disons de bourgeois pour le moment, je dirais. De bourgeois connaisseurs, ouais. Oui, quand même. Et bon, toujours dans le home cinéma, dans la gamme You, il y avait aussi un bond OLED, plutôt sympa, puisqu'il est capable de rajouter de l'ambilight à n'importe quelle télé. Donc tu prends une télé, et voilà, tu mets, en fait, l'ambilight, vous savez tout ça, c'est la lumière autour du truc, autour de l'écran, qui donc correspond à l'image qu'il y a dessus, donc on a l'impression que ça augmente la taille, en fait, de l'image. Donc c'est une option qui est très sympa, et qui, comme souvent, chez You, est proposée un prix prohibitif, puisque c'est de 180 à 230 € pour le strip, et 250 € pour le pont de synchronisation HDMI, donc 480 € pour ambiancer sa télé, c'est quand même gonflé, quoi, hein, donc c'est vraiment dommage. Je me demande si ça revient pas moins cher quand même de revendre sur le bon coin sa télé et d'acheter directement une télé Ambilight. Pour le coup, je pense que c'est peut-être une proposition qui est plus cohérente, mais bon. Tiens, juste au passage, tu parlais de LG, juste pour dire, on avait parlé dans le dernier épisode de ce smartphone LG qui avait un peu fuité avec l'écran carré comme ça. Alors, je suis mieux parvenu à comprendre, moi, dans les dernières vidéos qui ont été diffusées sur le sujet, c'est vraiment 2 écrans au format smartphone qui coulissent comme ça sur le côté à 90 degrés. Bon, je suis toujours pas plus convaincu par l'usage, mais je trouvais ça intéressant de continuer à creuser le sujet. Ils sont créatifs chez LG en tout cas. Parfait, on a fait le tour avec Philips, on a fait même le tour de ce que tu voulais souligner en termes d'affichage, de vidéo et d'immersion comme ça pour la vidéo dans le salon. On va faire un petit tour du côté des processeurs parce que on a plein de petites infos autour justement d'Intel en particulier, il y a plein d'actualités chaudes et sur les processeurs en général. Oui, ça y est, c'est l'événement, hein. L'événement Intel de l'année, en tout cas, c'est la présentation de Tiger Lake. C'est, voilà, les nouvelles puces Intel Core de, donc, génération 11. Et surtout, il y a un nouveau logo. Et oui. Ah, ça changera la puissance des puces, ça, il faut qu'on s'attarde sur ce sujet. C'est très important. Donc Xeon Evo Core, voilà, maintenant ça se présente avec 2 petits carrés, ça s'affichera sur les PC modernes comme ça, avec un nouveau font, voilà, c'est assez minimaliste, c'est tout plat, bon, évidemment on s'en fout un petit peu, mais en fait c'est toujours pratique quand même, moi j'aime bien en fait, qu'ils changent de logo régulièrement, parce qu'en fait ça te permet de situer l'âge d'un PC en un coup d'œil. Ah, et oui, sur le Bon Coin c'est pratique, tu vas sur le Bon Coin, tu vois une photo du PC, tu vois le logo, tu sais exactement enfin tu sais pas exactement, mais tu sais à 2 ans près de quelle génération il est, quoi, souvent. Ça, c'est quand même. Mais ils ont pas tant changé de logo que ça, par contre. Ah bah, si. Il y a quoi, 3 itérations? Ah bah, alors, à partir de Skylake, ils ont pas trop changé, les enfoirés, donc c'est un petit peu compliqué. À partir de Skylake, par contre, avant Skylake, il y en avait un différent. Avant la génération 4, la génération 3, il y en avait un différent. Génération 2, je crois qu'il était différent aussi. Ils changent à chaque génération. Alors, pardon, je pensais qu'il n'avait pas eu tant que ça. Rien qu'avec les logos, tu peux avoir pas mal de trucs. Et tu sais, cela dit, j'allais dire qu'une entreprise qui change de logo, ça peut aussi symboliser des changements de stratégie, des évolutions subtiles, et on sait que Intel en a probablement besoin en ce moment, mais vu ce que tu viens de dire, ça tombe complètement à l'eau, mon analyse, puisqu'ils changent trop fréquemment de logo pour pouvoir dire ce genre de choses. Alors parlons processeur plutôt. Oui, et puis processeur et projet Athena aussi, hein, puisque le projet Athena devient une marque commerciale qui s'appelle désormais Evo, donc EVO. Evo, c'est un label, en fait, qui assure que votre PC Evo va tout bastonner à Street Fighter. Non, pardon, c'est pas ça du tout. Que c'est une machine moderne, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, globalement, qu'elle a une grosse autonomie, donc 9 heures en autonomie réelle. Qui se réveille, voilà, plus rapidement que moi le matin, qui se recharge plus rapidement que moi la nuit, et qui se connecte plus vite que moi la plupart du temps, avec du Wi-Fi 6 ou du Thunderbolt 4. Donc voilà, un PC moderne, voilà, auquel on peut faire confiance, Evo. Bon, alors évidemment, sinon, on s'en fout un petit peu. L'intéressant, évidemment, c'est Tiger Lake. Et on en connaît déjà pas mal, hein, puisque l'Architecture Day, donc ce mois d'août, là, avait déjà dévoilé pas mal de trucs. En particulier, c'est du 10 nanomètres avec du super film. Alors,
Voilà, qu'est-ce que c'est que Superfin? On se souvient tous avec émotion, j'en suis sûr, de l'introduction du Trigate, du Trigate en 2011, lorsqu'Intel introduisait ses premières puces FinFET, grand public. Alors FinFET, ça veut dire quoi? Ça veut dire Fin Field Effect Transistor, donc FET c'est FET, c'est Field Effect Transistor, soit transistor à effet de champ, donc en fait FinFET, c'est un transistor à effet de champ avec des ailerons. Oui, à peu près. Alors, pour faire très simple, en gros, un transistor, c'est un interrupteur qui fait ou non passer du courant entre la source et le drain, selon le courant qui est à la porte, ou la grille, ça dépend comment vous l'appelez. Et tout ça se traduit par des mini sandwichs de silicium, qui sont plus dopés que Lance Armstrong et qui fonctionnent d'autant mieux que les contacts entre les couches sont importants. Et en particulier, pour optimiser la surface de contact de la grille, Intel avait fait des petits ailerons, des petites lames, en gros, en quelque sorte, qui fait en sorte que la porte venait langoureusement, comme ça, recouvrir la petite lame, au lieu d'être juste plate dessus. En fait, elle recouvrait la petite lame, et donc ça faisait des surfaces de contact plus importantes, ça donnait des transistors plus performants, et donc Trigate pour Three-Dimensional Gate, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est ce procédé FinFET, en fait, qu'on optimise avec le Superfin. Donc Superfin, ça veut pas dire super fin, même si c'est effectivement super fin. En fait, c'est les super ailerons, quelque part, oui, ils sont plus fins, effectivement, un petit peu plus espacés, avec une meilleure conductivité, mais il y a aussi d'autres améliorations, comme de meilleurs condensateurs, voilà, des super condensateurs même, s'ils appellent ça les super MIM. MIM, c'est Metal Insulator Metal, donc c'est métal isolant métal, donc en fait, c'est un condensateur, quoi. Et ils sont constitués de couches de nanogrilles, comme ça, métalliques, enfin, voilà, le processus de fabrication est extrêmement compliqué, mais pour résumer, même en restant à 10 nanomètres, donc avec le même truc que l'an dernier, quoi, globalement, ben on a des composants de meilleure qualité, et en quelque sorte, rien qu'avec ça, on peut consommer moins, et ça se traduit par des montées en fréquence et plus de performance pour la même consommation. Et en gros, ce qu'ils appellent le 10 nanomètre SF, pour Superfin, tout simplement, ben c'est presque un node au-dessus du 10 nanomètres. C'est-à-dire qu'en gros, le 10 nanomètres SF, finalement, il est comparé aux 7 nanomètres de la concurrence. En plus, Willow Cove, donc, qui est l'architecture de Tiger Lake, va apporter l'AVX 512, donc avec accélération de l'inférence pour le deep learning, une nouvelle architecture graphique, ce qui est XE, et en fait c'est la même que celle qui va être utilisée dans le prochain superordinateur Aurora, dont on a parlé dans une CDC. Et donc, du coup, pendant l'IFA, on a eu droit à une comparaison concrète, finalement. Donc, Intel a pris un i7 1185 G7. Oui, bon, non, ne demandez pas d'expliquer la nomenclature maintenant, pitié. Si, tu l'as déjà en partie expliqué, mais je me rappelle plus en plus. Oui, oui, alors, 11 c'est la génération, G c'est la carte graphique, bon, on s'en fout. Donc, je vous renvoie une CDC, je suppose, pour savoir comment ça marche. En tous les cas, ils ont mis ça en face d'un Ryzen 7 4800U. Donc, ce dernier, c'est un 8 cœurs, qui fonctionne entre 1,8 et 4,2 GHz. Et c'est autour des 15 watts en 7 nanomètres. Alors que le Core i7, c'est un 4 cœurs à 3 GHz avec une Iris Plus G7, donc. Et en fait, le i7 serait 28% plus rapide en benchmark synthétique, il serait 67% meilleur en graphique, et 4 fois meilleur en deep learning, et d'ailleurs, ça, Adobe Lightroom en témoigne, puisque ce serait un plaisir coupable à utiliser sur un Core i7 et un véritable calvaire sur un Ryzen 7. Oh. Bah oui, bref, évidemment. Enfin bref, vous avez compris, les cores de 11e génération tiennent la dragée haute à la concurrence. Alors il faudra bien sûr attendre des tests plus complets et surtout indépendants. Mais tout de même, c'est bien d'attendre qu'Intel reste en course. C'est quand même plus marrant à suivre quand les deux concurrents sont à peu près du même niveau. Ouais, effectivement. Bon, ce serait quand même étonnant qu'il n'y ait pas quand même des progrès du côté de chez Intel, et même s'il y a toujours les problèmes de changement de taille de gravure dont on l'a largement parlé. Effectivement, ils sont un peu en retard sur là où les autres avancent, mais j'imagine qu'ils sont pas en train non plus totalement de se reposer sur leur laurier. Ce qui n'est pas le cas non plus des générations de Snapdragon, Guillaume. Ouais, Qualcomm a aussi annoncé des trucs un peu moins spectaculaires, mais tout de même, bon, déjà, les modems 5G vont intégrer les puces de série 4, c'est-à-dire les puces d'entrée de gamme, donc l'an prochain, on verra sans doute des téléphones à moins de $200 avec la 5G, donc ça va sans doute considérablement accélérer la démocratisation de la 5G. Bon, on n'a pas de détails, on sait pas est-ce que c'est un modem interne, ou est-ce que c'est un modem à part, quel type d'onde pour la 5G, est-ce que c'est des ondes millimétriques, est-ce qu'il y a toutes les gammes d'ondes, y compris les millimétriques ou pas, on ne sait pas, mystère pour le moment. D'autre part, il y a aussi le 8CX Gen 2, donc c'est la nouvelle itération de son CPU pour ordinateur portable qui arrive et qui sera mieux. Voilà, en gros, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais 39% de mieux qu'un Core i5 10e génération en performance par watt, donc en rendement en quelque sorte, donc en tout cas c'est ce qu'ils disent.
Et quand même, à 7 watts, un PC à 8, en 8CX, donc en ARM d'après eux, pour atteindre les 25 heures d'autonomie. Là, c'est quand même énorme. C'est beaucoup. Ça fait 2-3 jours d'utilisation sans aucune recharge, donc c'est quand même très intéressant. On verra à l'usage, évidemment. Alors évidemment, par exemple, sur l'Acer Spin 7, alors le nouveau Spin 7, parce que le Spin en fait, c'est une gamme qui existe déjà, mais le nouveau Spin 7 sera le premier portable 5G d'Acer. Il sera équipé d'un 8CX Gen 2. Ce sera un 14 pouces tactile, avec un écran retournable à 360, comme un Yoga de Lenovo, par exemple. Alors, est-ce que ça va donner le vrai décollage des portables Windows en ARM ? Je ne sais pas, mais il me semble que j'ai déjà posé cette question plusieurs fois. Et que la réponse a été souvent la même, mais peut-être que ça peut changer à l'avenir. Dans tous ces salons, Guillaume, tu es très fort, et je suis toujours impressionné pour identifier les ordinateurs improbables avec des claviers écrans claviéifiés, tout mélangé. Et moi, ça me laisse à chaque fois un petit peu circonspect. Je sens que je vais être un petit peu déçu parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes créations de ce type. Qu'est-ce que tu as relevé du côté des ordis justement proposés à l'IFA ? Bah t'as plutôt raison. En fait, les portables présentés cette année, c'est globalement les mêmes que l'année dernière avec Tiger Lake. Voilà, pour être complètement... Alors on a par exemple le Galaxy Books Flex 5G, qui est analogue au Spin 7 en plus, mais en Intel et tout argenté. 1,2 kg, écran tactile, double caméra, 9 heures d'autonomie. Alors c'est pas 25, mais c'est du Intel natif, donc il n'y aura pas de problème de compatibilité en tout cas. Donc il y a un Acer aussi, qui a de l'Intel. Ils n'ont pas que le Spin 7, ils ont aussi la gamme Swift, les Swift 3 et 5, donc à 700 et 1000 $. C'est des machines très légères, donc entre 1 kg et 1,2 kg sur la diagonale, avec 17 heures d'autonomie selon Acer pour le Swift 5. Et bon, j'y croirai quand je le verrai. Et puis, il y a Asus aussi qui a rafraîchi ses ZenBook, avec le ZenBook S par exemple, qui a un écran de 14 pouces en 3300 par 2200 dans un format 3,5. Donc c'est un format un petit peu plus carré, comme ça, qui est pas idiot finalement, pour si on fait beaucoup de documents. Donc bon, il a par exemple la charge rapide en 49 minutes. Voilà, il y a aussi le Flip 2 en 1 avec son écran OLED. Et le ZenBook 14, toujours avec un double écran dans le touchpad. Bon, tout ça, effectivement, c'est du déjà vu. Bon, si tu veux, c'est plus vraiment, tu vois, c'est incrémental, on va dire. Par exemple, le Dynabook. Alors, je savais pas, tu vois, mais Dynabook existe toujours. Parce que j'avais entendu dire que Toshiba avait cessé de faire des PC. Mais Dynabook, en fait, est devenue une marque indépendante et fait toujours des PC, donc il y aura toujours des ports TG, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est des portables qui sont assez célèbres, fameux, pour leur légèreté et leur robustesse. Légèreté comme leur nom l'indique, port TG. Et les ports TG, donc, c'était en fait des ultrabooks avant l'heure, puisque ça fait quand même des années, peut-être une petite dizaine d'années, au moins une dizaine d'années, en fait, que Dynabook fait que Toshiba fait des ports TG. Et donc, leur dernier sera un 13 pouces 3 en magnésium, qui fera moins d'1 kg. Tout ça aussi en Tiger Lake. Comme tu dis, rien d'extraordinaire, voilà, un rafraîchissement avec la nouvelle puce. Et à la clé, probablement quand même de bonnes performances et une bonne autonomie, ce qui est plutôt pas mal quand même. Ouais, c'est quand même des belles propositions. Plutôt d'ailleurs que de nous faire des trucs improbables avec des écrans inversés, des trucs comme ça. Je préfère à la limite qu'on soit sur des progrès de ce type-là, qui sont pas forcément dingues et qui font pas des super photos de couverture de podcasts ou d'articles de sites tech, mais qui sont des propositions hyper concrètes pour les gens. C'est à se demander d'ailleurs si le confinement Covid-19 n'ont pas non plus influencé les chaînes de production et les chaînes de développement de ces marques-là. À voir, on n'est pas dans le secret des dieux. En tout cas, pour conclure cette rubrique IFA, une petite lumière sur TCL, qui est une marque qui se lance et se développe dans plein de gammes de produits qu'on ne connaissait pas pour cette marque. Ouais, TCL va désormais faire des tablettes et des montres, donc 2 tablettes de 10 pouces, enfin en 10 pouces et en 8 pouces, en fait, la tablette Tab Max et Mid. Bon, c'est des trucs où il n'y a pas de quoi se lever la nuit, c'est soit du MediaTek 8768T, soit du Snapdragon 665, bon, c'est pas non plus incroyable, mais c'est plutôt sympa. La montre est plutôt destinée aux seniors, elle s'appelle la Movie Time Family Watch, mais elle a un détecteur de chute, elle a un rappel de prise de médoc, un cardiofréquence-mètre, elle fait le suivi du sommeil, tout ça avec de gros icônes et de gros boutons, donc c'est une montre qui est certifiée IP67 et qui fait 229 €. Et franchement, c'est une montre qui peut vraiment être utile et qui a une cible bien définie et qui peut être assez utile pour cette cible-là, donc ça c'est plus intéressant je trouve. Et elle est indépendante ou elle est à rattacher à un smartphone ?
Les deux, hein, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont autonomes. Par exemple, elle appelle toute seule. Si elle détecte une chute, elle appelle toute seule. Enfin, c'est intéressant. Si on a un abonnement eSIM, peut-être avec, enfin, on a une eSIM peut-être dedans, non? Je suis pas sûr. Il faudra que je regarde. Je suis pas complètement. On creusera. C'est pas grave. En tout cas, TCL, et surtout quelque chose qui fait un peu le clou du spectacle TCL. Oui, le clou. Ben oui, TCL annonce une nouvelle technologie d'écran qui s'appelle le NXT Paper. Donc c'est un écran réflectif. En fait, ça paraît plus proche d'un écran LCD transflectif qu'un écran passif à la e-paper. La démo du NXT Paper était franchement pas super impressionnante. La promesse, évidemment, c'est toujours d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire pas de fatigue visuelle comme sur le papier, peu de consommation, et un bon taux de rafraîchissement pour avoir de la vidéo et des animations en couleur. Bon, là, on est dans un compromis un peu plus terre-à-terre, ça consomme 65% de moins que LCD, c'est plus fin. Mais bon, pour être honnête, ça fait vraiment penser à un écran de Game Boy Advance première génération, quoi. Donc, bon, voilà, j'ai envie d'y croire un petit peu, mais c'est pas très bien parti. Ouais, les photos qu'on a, en tout cas, ne rendent pas justice peut-être non plus à la restitution, mais c'est pas très convaincant et très inspirant. Mais la proposition, en tout cas, est intéressante et c'est une recherche qu'il faut suivre. La suite de nos chroniques de l'été, parce qu'il s'en passe évidemment toutes les semaines. On peut vous parler largement d'Epic, on vous reparlera une petite mention sur TikTok. Je vous invite, si vous l'avez pas fait, à écouter le dernier épisode dans le flux du podcast, juste avant celui-ci, où j'ai eu la chance de m'entretenir avec quelqu'un qui a pu nous éclairer sur les composantes vraiment juridiques et la nature antitrust des sujets qu'on a abordés. Mais en attendant, donc quelques éléments d'actualité, avec Fortnite qui baisse pas les bras et qui continue un petit peu ses actions juridiques, justement, Guillaume. Ouais, alors tout simplement... Epic plutôt que Fortnite. Epic, oui, Epic, Epic a lancé encore une nouvelle procédure judiciaire pour obliger Apple à remettre Fortnite sur l'App Store en disant que c'était en gros une véritable mesure de rétorsion, quoi. Enfin, c'était une mesure qui était complètement disproportionnée de virer le compte développeur d'Epic comme ça. Bon, on verra bien ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a quand même des voix qui s'élèvent à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça. Par exemple, chez les Japonais, il y a des développeurs japonais qui avouent aussi qu'ils ont un peu peur d'Apple. Il y en a par exemple qui qualifient la manière dont Apple gère sa validation de ambiguë, subjective et irrationnelle. Qu'ils ont des titres les trois rassemblés, ça craint quand même. Ils savent pas trop pourquoi. C'est le patron du studio Gumi par exemple qui sait pas exactement. Alors, et en fait, c'est pas trop les 30% qui sont perçus par Apple, mais plutôt des problèmes d'ordre plus général qui ressortent. En tout cas, cette affaire donc intéresse évidemment toutes les autorités antitrust, pas seulement américaines, mais aussi allemandes, explicitement, puisque le gendarme de la concurrence allemand a exprimé un intérêt certain pour ça, et les Japonais aussi d'ailleurs. Ouais, il y a tout. On sent qu'il y a un vent de mouvements juridiques qui était déjà initié, mais qui continue. Il y a l'Italie qui lance aussi son enquête là sur les services cloud. Alors il y a iCloud, Google Drive et même Dropbox. J'ai l'impression que Dropbox, ils doivent se lever la tête et ils disent quoi ou alors j'ai pas compris les tenants et les aboutissants, mais il y a une enquête qui est menée sur le sujet. Et puis des éléments qui concorderaient à nous indiquer une nouvelle plainte du département de la justice aux États-Unis d'ici octobre pour Google. Je pense que tout le monde va en prendre pour son grade. Les GAFAM ont évidemment les régulateurs dans leur dos qui les surveillent. Toujours sur ces sujets et pour faire un petit follow-up des infos que tu avais partagées dans l'épisode dernier, on avait parlé des initiatives d'Apple pour faire évoluer la manière dont on traquait sur le plan publicitaire les utilisateurs sur iOS. Il y a du nouveau là-dessus, Guillaume. Oui, Apple a dit qu'il allait reporter la fonction. Donc, alors on avait parlé de cette fonction de l'IDFA où avec les développeurs devaient intégrer une fonction pour dire, enfin décréter un avertissement pour dire attention, vous allez être traqué, voulez-vous être traqué, oui non. Donc ça pose évidemment des soucis et c'est vrai que c'était un peu unilatéral. Alors donc là, Apple annonce qu'ils vont juste différer en fait la fonction jusqu'au début de l'année, donc ils vont pas l'annuler. Tout ça, je cite, afin de donner le temps nécessaire aux développeurs pour réaliser les changements nécessaires. Bon, mais écoute, par contre, la fonction sera quand même bien présente, donc voilà, on verra ce que ça donne.
Il y a des éléments d'aujourd'hui là qui sont tombés, qui indiquent que Apple est même prêt à discuter. Alors ça veut tout dire et rien dire, hein, mais dans quelques jours là, avec en gros un rassemblement d'organismes européens qui représentent les activités publicitaires, et de l'aveu même de ces personnes-là, je cite, c'est la première fois qu'ils reculent. En parlant d'Apple, c'est la première fois qu'ils sont à l'écoute, c'est la première fois qu'ils acceptent une réunion. Donc tu vois, le simple fait qu'Apple accepte de discuter, ils sont émoustillés. Donc c'est bien, mais écoute, tant mieux. Il faut le prendre pour ce que c'est, en tout cas. On continue toujours avec nos GAFAM, parce qu'évidemment, ils ont été la cible de taxes diverses et variées non coordonnées en Europe, en attendant mieux, en attendant plus de coordination. Et mais pour payer ces taxes, quoi de mieux que d'augmenter les taxes qu'ils prélèvent en face, et en particulier potentiellement pour les développeurs, Guillaume? Mais oui, on se souvient, une taxe pour les entreprises qui font plus de 750 millions, je crois, des chiffres d'affaires et 25 millions en France minimum. Et pour ça, il y avait donc 3% de taxe. C'était une taxe qu'on appelait la taxe GAFA, qui s'appelle pas comme ça, mais qu'on appelait la taxe GAFA. Et cette taxe GAFA, évidemment, elle plaît pas trop aux GAFA, et en particulier à Apple, à Google et à Amazon, qui ont annoncé donc ces dernières semaines, qui vont juste changer leurs tarifs, tout simplement, pour les clients ou pour les développeurs. Alors, par exemple, Apple, de manière très, Apple, mais c'est pas le seul, pragmatique. Mais quand même, de manière à la fois pragmatique et très élégante, il va augmenter la commission qu'il prélève sur les développeurs de 3%. Après, les développeurs, ils font comme ils veulent. Les prix du App Store, ils vont pas bouger, mais bon, voilà, les développeurs, ils gagneront 3% de moins, ou alors ils augmentent leur prix. Bon, mais c'est qu'il y a un équilibre difficile d'ailleurs, parce que si j'augmente les prix, tu peux vendre moins, donc c'est pas aussi simple que ça, donc c'est quand même vraiment très inélégant. Alors Amazon fait à peu près la même chose avec les vendeurs tiers, donc ils vont augmenter leur commission de 2-3%, et Google, lui, évidemment, il fait la même chose sur le marché où il est tout simplement majoritaire, c'est-à-dire les frais sur les publicités achetées sur Google Ads, voilà, et sur YouTube. Alors, mais c'est pas qu'en France, tous les pays qui ont des augmentations tarifaires comme ça, des taxes qui varient, voient un petit peu ces trucs-là aussi, mais quand même, ça montre bien que ça pue, quoi, en fait, ça montre bien qu'il y a un vrai souci, parce que en fait, c'est vrai que c'était prévisible que les GAFAM, en tout cas qu'Apple par exemple, réagissent comme ça, ou Amazon réagissent comme ça, mais tu remarques qu'ils font ça sur les marchés où ils sont monopolistiques, quoi. C'est-à-dire sur les trucs qui contrôlent à 100%. Google, il est monopole. Enfin, genre Google Ads, je pense. Et où ils ont le plus de revenus probablement, là où il y a le poumon économique. C'est quasi monopole. Aussi. Alors il y a Facebook aussi, c'est un duopole, mais enfin, je pense que Google est beaucoup plus gros. Oui. Et donc, ils peuvent se permettre leur poids. Le fait qu'ils soient en situation de complète domination, ils peuvent se permettre ce genre de truc parce que tu peux pas aller voir ailleurs, tout simplement. Donc si sur iPhone il y avait différents App Store, ils pourraient pas se permettre ce genre de truc. Tout simplement parce que, si t'es pas content de l'App Store, tu peux aller sur un autre App Store. Mais là, il n'y a pas de concurrence. Est-ce que le fait qu'ils puissent aussi simplement c'est dévier comme ça la balle et pour te l'envoyer dans ta pomme à toi, parce qu'en fait c'est ça, je veux dire, c'est pour ta pomme en réalité. Parce que si jamais les prix augmentent, c'est toi qui vas le payer, donc la taxe c'est toi qui vas la payer. C'est super. Mais je veux dire, s'ils sont capables de faire ça, c'est uniquement parce qu'ils ont la totale puissance et la totale maîtrise de leur propre du marché sur lequel ils sont taxés. Donc il y a un vrai souci de concurrence qui est démontré encore une fois, je pense, par ce truc-là. Oui, probablement. Alors en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai vu passer une communication de la part d'Apple, un relais de cette communication, qui vante les mérites en termes d'emploi pour l'économie américaine, donc les mérites des applications iOS, qui auraient, d'après Apple, permis de créer 300 000 emplois aux États-Unis depuis l'an dernier, donc juste l'écosystème pour ça, ce qui en soi est plutôt chouette. Après, je suis toujours un peu circonspect de comprendre comment est-ce que ça a pu être mesuré, et ça me semble être des conclusions peut-être un peu hâtives. Bon, que ce soit une économie à part entière et que ça contribue à développer l'économie, je veux bien le croire. Après, de là à dire que ça génère tant d'emplois, je reste un peu dubitatif. Mais surtout, je me suis interrogé sur le timing. Est-ce qu'il était bien le bon moment à l'heure où justement on met en lumière le fait que peut-être qu'il y a dominance de la part d'Apple sur au moins une partie du marché des applications? Est-ce qu'il était de bonne loi de mettre ça en avant? J'en sais rien. Est-ce que ça enfonce pas un peu le clou? En tout cas, ils vont peut-être se heurter à des portes russes, Guillaume.
Ouais, il y a un député russe qui a mis sur la table un projet de loi qui baisserait à 20% en fait la commission de l'App Store. Au lieu de 30. Au lieu de 30, parce que ce serait tout simplement un maximum, et non seulement ça, mais en plus, le tiers de ce qui gagnerait devrait être reversé au gouvernement qui pourra l'utiliser pour développer l'éducation aux nouvelles technologies, et ça sera une sorte de nouvelle taxe, quoi. Donc c'est assez... alors, attention. Ils vont augmenter encore plus les prix des applications russes, du coup. Ce serait pas impossible qu'ils augmentent beaucoup plus le prix des applications russes, mais surtout, c'est un projet de loi et c'est mis sur la table par quelqu'un qui s'appelle Tumuzov, bon, que je connais absolument pas, mais qui apparemment ne fait pas partie du parti majoritaire en Russie. Donc, il n'est pas non plus complètement clair qu'il soit suivi par tout le monde et que ce truc voit jamais le jour, mais quelque part, ça témoigne aussi du sentiment général, si tu as vu vis-à-vis d'Apple, Apple n'est pas forcément dehors de Saint-Denis en ce moment, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, surtout en Russie où c'est un petit peu particulier là aussi. En Russie, ils avaient déjà, le mois dernier, il y avait eu le problème Kaspersky déjà, parce qu'il y avait une application Kaspersky qui s'était fait dégager de l'App Store pour des raisons que les Russes trouvaient complètement illégitimes, et donc il y avait un problème déjà, quoi. Enfin, disons, voilà, l'abus de pouvoir d'Apple, c'est dans les, comment dire, c'est l'ambiance actuelle, quoi. Il n'y avait pas eu de concrétisation d'ailleurs de cette proposition, enfin de cette proposition, de cette directive russe qui visait à obliger les constructeurs à installer des équivalents des services des constructeurs nativement sur les appareils. On aurait pu imaginer qui force à installer un équivalent de iCloud ou de Google Drive sur les iPhones ou les Android. Ça me semble difficilement applicable, mais on avait relayé ça il y a de ça pas mal de temps dans Tech Café. Tu voulais nous faire un petit suivi aussi sur alors un autre sujet, mais le contrat Jedi qui concernait donc les États-Unis et qui avait été remporté par Microsoft. Oui, la force est toujours du côté de Microsoft pour le Jedi. Ce fameux et juteux contrat de 10 milliards pour être finalement le cloud de l'armée, il a été obtenu plutôt que par Amazon, IBM ou Oracle. Et d'ailleurs, ces deux derniers avaient été écartés en 2018 et Oracle avait entamé une bataille légale contre cette décision qu'ils viennent de perdre. Voilà, donc ça c'est fini. Et Amazon, évidemment, avait contesté la décision du Department of Defense qui a choisi son concurrent en octobre dernier. Donc Amazon avait fait un procès en février et le Pentagone a lancé une enquête auprès du DoD, du département de la Défense, qui vient de rendre sa conclusion, qui est toujours la même, c'est-à-dire que Microsoft est le meilleur choix. Donc Amazon n'est pas content, il clame toujours qu'il y a un biais présidentiel, en quelque sorte, mais bon, il y a peu de chances que ça bouge encore, donc finalement, c'est une très bonne année pour Microsoft. Tant mieux pour eux, tant mieux pour Microsoft, mais Microsoft qui va pas être pris sous cet angle-là uniquement de l'actualité dans Tech Café, mais qui va nous servir aussi d'habile transition pour, allez, on peut le dire Guillaume, c'était la rubrique que tu voulais absolument relayer dans cet épisode de Tech Café, et je te comprends, et moi aussi ça m'excite tout ça, les jeux vidéo, donc Microsoft qui a officialisé non pas la Xbox One S, comme je le dis en intro, je me rends compte que j'ai fait une coquille, mais la Xbox Series S, le projet Lockhart qui voit le jour un peu plus officiellement, Guillaume. Oui, ça y est, on sait tout, enfin. C'était pas trop tôt, le secret le moins bien gardé du monde, peut-être après l'homosexualité de George Michael, est enfin éventé. Voilà, il y aura bien une Xbox Series S, et surtout, elle coûtera $299 contre $499 pour la Series X. Et le prix d'une Switch, en fait. Le 10 novembre, exactement. La Series S sera donc au prix d'une Switch. Elle sera aussi plus petite, elle sera donc un petit peu moins de 50%. Pas plus petite qu'une Switch, plus petite qu'une Xbox Series X, oui, absolument. Tout à fait, elle sera à peu près un petit peu moins de 50% en fait la taille de la Series X. Elle sera blanche, elle aura une manette tout aussi blanche et elle aura une énorme tache circulaire sur le côté. En fait, c'est des évents, c'est une grille pour l'aération. Et c'est une boîte finalement qui ressemble pas mal à une Xbox One S en fait, tout simplement. Et donc, $300 le ticket d'entrée dans la next-gen, c'est fou, mais comment font-ils ? Outre perdre de l'argent sur chaque machine, sans doute, il n'y a pas de miracle, il y a des concessions aussi, parce que bon, elle est moins puissante. Elle fait 4 teraflops, donc la GPU fait 4 teraflops, contre 12 pour la Series X, donc en gros elle est prévue pour le 1080p, 1440p au lieu de la 4K, mais elle reste quand même en RDNA 2, donc elle possède toute la richesse fonctionnelle de la nouvelle génération, donc y compris le ray tracing, et bien elle sera aussi évidemment le Crucial SSD, le Crucial SSD qui n'est pas un SSD Crucial, rien à voir. Par contre, bon voilà, ce SSD il ne fera que 512 gigaoctets, c'est maigre.
c'est compréhensible, mais c'est maigre. Déjà que les 800 de la PS5 inquiétaient un petit peu, hein, vu la taille, quoi, sans cesse plus énorme hein, des AAA modernes, et l'orgie de texture 4K qui nous arrive, voilà, 512 Go, c'est quoi, je sais pas, c'est 4 blockbusters. N'oublions pas que sur le SSD, il y aura aussi le système, et qu'il y aura aussi les caches, en particulier les caches texture, hein, qui seront donc absolument fondamentaux pour atteindre le niveau de détail vraiment next-gen, puisque c'est vraiment une des grosses avancées de la next-gen, c'est justement qu'on pourra compenser le manque de RAM par des caches SSD, et ça permettra d'avoir des textures folles. Bon, je serais pas surpris qu'il reste que 450 Go de libre à la fin de tout ça. Je rappelle que Flight Simulator, c'est 150 Go déjà, donc je sais pas. Ça tient dessus. Ça tient dessus. Voilà, tout seul, non, quand même pas. Mais c'est vrai que voilà, ça fait quand même pas beaucoup, et bon, toujours dans les grosses concessions, et c'est encore plus regrettable, je trouve, elle ne possède pas de lecteur de disque. Voilà, c'est du all digital, et là, je pense que c'est carrément une erreur, parce que... Pas une surprise, par contre. Et surtout sur une machine où, surprise, moi je m'attendais à ce qu'elle ait un lecteur de disque, honnêtement. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Sachant qu'il y avait la Xbox One S, justement, All Digital, qui n'avait pas de lecteur, je me disais qu'ils allaient reproduire ça. La One S standard en a un, tu vois, et bon, c'est vrai que sur une machine où manifestement il va falloir désinstaller et réinstaller des jeux plus souvent, parce qu'elle a un petit SSD, je sais pas, se télécharger et se retélécharger des centaines de gigaoctets, t'as quand même intérêt à avoir la fibre et à pas être trop pressé. Hein. Pour moi, c'est vraiment dommage. Rédhibitoire, je sais pas, mais c'est vraiment très dommage, ça refroidit clairement beaucoup. Et c'est un choix qui me semble un peu idiot, parce que franchement, un lecteur Blu-ray, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, quoi. Ça coûte quoi, en gros? Quand tu les achètes en gros, ça coûte 20 ou 30 euros. Ils passaient la série S à 350, limite, ils perdaient moins d'argent. Et de toute façon, Sony pouvait pas s'aligner. Ils avaient une concurrente qui, à mon sens, était plus convaincante, parce que bon, Sony, poussé au cul par Microsoft, de manière tout à fait artificielle, hein, a produit une version sans lecteur optique qui va coûter quoi? Je sais pas, peut-être 450? Si la standard coûte 500, comme ça semble bien parti pour, bon, à 350, ils peuvent pas s'aligner avec une machine qui fait pas de concession sur la puissance, quoi, tu vois. Puisque, voilà, Sony, la PS5, c'est 2 PS5, quoi, tu vois, il n'y a pas de PS5 moins puissante. Bon, c'est peut-être ce qui sauvera Sony, d'ailleurs, hein. Microsoft veut mettre la grosse pression sur le tarif, et c'est vrai que $300, c'est le prix d'entrée le moins cher pour une nouvelle génération, il me semble. Là, c'est quasi historique. Hein. Et en plus, il y a les offres par abonnement qui arrivent. Donc aux États-Unis, déjà, il y a ce qu'ils appellent le All Access, qui est à $25 par mois pour une Series S, avec le Live Gold et le Game Pass sur 24 mois. Donc en fait, ça te fait 600 € sur 2 ans, et en fait, c'est très bien, c'est pas du vol du tout, c'est même $13, parce que c'est $13 le Game Pass Ultimate, hein. Donc c'est 312 € sur 2 ans, plus les 300 € de la Series S. Donc en fait, tu gagnes 12 €, c'est un crédit qui te rapporte de l'argent. Et pour la Series X, ça serait $35. Et tu la gardes, hein, la console, c'est pas un service de location, tu la gardes, hein, il faut que tu la gardes, bien sûr, au bout de 24 mois, tu gardes la console. Et pour la Series X, pareil, mais c'est $35 par mois, donc c'est $840 sur 2 ans, mais sur une console qui coûte 500. Donc c'est un poil moins intéressant, mais ça reste vraiment très honnête pour un crédit, hein, puisque ça reste un crédit quand même. Hein. Donc c'est quand même des choix commerciaux très intéressants, puisque ces trucs-là, hein, ces offres, elles ont, pour l'instant, c'est dans les pays anglo-saxons, mais elles vont arriver en Europe et en France, c'est quasi certain. Donc il est probable que tu puisses avoir une Series S pour 25 € par mois pendant 24 mois, et c'est pas mal, c'est vraiment très très fort. Et de toute façon, même si tu veux acheter 300 € pour avoir une machine next-gen, ça va quand même être très très difficile. Bon, il n'y a pas de jeu dessus, enfin je veux dire pas de jeu next-gen vraiment, pour l'instant, mais quand même, c'est vrai que s'ils sortent ça avec Flight Simulator et tout, je sais pas, s'ils se débrouillent bien, ils ont quand même une vraie grosse carte à jouer. La promesse en termes d'expérience de jeu, c'est de dire que tu pourrais avoir la même, mais en gros pas avec la même résolution d'affichage. Pour être bien clair, la différence pour le joueur entre les deux appareils, par exemple, il joue à Flight Simulator sur la Series X et sur la Series S, qu'est-ce qui change en termes de qualité, de performance peut-être? D'après ce qu'ils ont dit, le plus évident, c'est que ça sera rendu dans une résolution plus faible, tout simplement. C'est vrai que ce soit du 4K natif, ça sera du 1080p. Voilà. Moi, donc la personne qui a une télé Full HD et qui n'a pas d'envie, ni de besoin, n'en ressent pas le besoin de passer une télé 4K, n'a aucun intérêt de choisir la Xbox Series X plutôt que la Series S, eu égard ce lecteur Blu-ray. Il a quand même 2 fois plus d'espace pour stocker ses jeux et le lecteur Blu-ray, ce qui fait quand même 2 autres arguments à voir. Eh ben super, en tout cas c'est bien effectivement qu'ils aient pu officialiser ça. Je sais pas si c'était prévu qu'ils officialisent ça maintenant. J'ai cru comprendre que non et que les leaks à série les ont forcés à prendre la parole de manière un peu précipitée. C'est ridicule, mais bon. C'est dommage.
Mais il y a quand même l'info. Bon, on va aller du côté de chez Nintendo, qui a pris la parole. Ça sent le Mario à plein nez, Guillaume. Oui, Mario a 35 ans, alors c'est vrai qu'il serait peut-être temps qu'il se pose, qu'il fasse le point au lieu de courir partout, qu'il se range un petit peu avec sa blonde. Fatigué à force. Et ouais, il serait fatigué. Bon, enfin, écoute, en attendant, joyeux anniversaire Mario. Voilà, et Nintendo, dans son immense générosité, nous a fait plein de cadeaux payants à l'occasion. Alors, il faudra pas me payer assez vite, parce que, par exemple, 3D Mario All-Stars avec Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy ne seront en vente que du 18 septembre au 31 mars 2021. Ben oui. Pourquoi? Et ça, même en démat. Ben parce que les Switch revendus 700 € avec le jeu par des rapaces en occasion, ça on adore, nous. C'est super. C'est génial. Bon, il faudra aussi se dépêcher probablement pour avoir l'édition Mario 1 façon Game & Watch à $50, qui sera elle aussi produite en quantité limitée. Voilà, le Mario NES dans un packaging Game & Watch, voilà, franchement pour moi c'est un coup bas, voilà, je vous déteste. Mais bon, c'est pas tout, on aura aussi droit à un Mario jouable à 35 en mode Battle Royale pour les utilisateurs online Switch, façon Tetris 99 en fait. Gratuit ça, je crois, si j'ai pas dit de bêtises pour le coup. Ouais, si tu as si tu es abonné online, oui, tout à fait. Il y a Super Mario 3D World qui revient aussi avec des amiibo et des niveaux inédits, décidément il restera plus rien à la pauvre Wii U, peu cher. Enfin bon, voilà, last but not least, il y a Mario Kart en live, et ça c'est assez cool quand même, c'est des vrais petits cartes, donc en plastique, des vraies petites voitures radiocommandées, des petits cartes, avec lesquelles tu joues dans ton salon, mais tu joues à la première personne, c'est-à-dire qu'il y a le kart a une caméra, et tu as un retour vidéo sur la Switch. Donc tu joues en FPS, avec une vue à la première personne, tu peux jouer tout seul ou avec jusqu'à 4 amis qui apportent leur propre carte, et tu joues en réalité augmentée, c'est-à-dire que le circuit il est dans ton salon, et puis les bords du circuit, les items, et éventuellement les bots sont affichés en surimpression, quoi. Donc en fait tu fais vraiment du Mario Kart en vrai. Voilà, c'est quand même une idée très sympa. Bon, c'est 100 € pour une carte et le jeu, et je pense que quand même ça va être très compliqué de faire des loopings et des niveaux sous-marins, mais clair, bon, je sais pas, peut-être dans ta salle de bain. Non, c'est clair. En fait, moi, je suis hyper excité par ce truc, forcément. J'ai qu'une envie, c'est de le tester. J'ai quand même une crainte terrible, qui est de dire, Nintendo, quand ils sortent ce genre de choses, c'est qu'ils les ont bossés, ils les ont éprouvés, et c'est moins sujet à des bugs et ça. J'ai quand même une crainte que ce soit un peu déceptif et que la qualité ne soit pas au rendez-vous. On parle quand même de réalité augmentée sur un jeu de course. Et personnellement je suis très inquiet, mais j'espère que ce sera la restitution de qualité de Nintendo, donc le 16 octobre, disponible un peu partout. Avec un kit Mario et un kit Luigi au passage. Donc voilà, il restera plein de Luigi au bout de quelques jours et tous les Mario auront disparu en quelques jours. Allez, on termine avec quelques infos jeux vidéo, Guillaume. Oui, juste 2 trucs rapides. The Witcher 3 s'upgrade, il s'upgradera en next-gen, et ce sera gratuit. Donc en fait, si vous avez The Witcher 3, il aura un patch pour Series X et PlayStation 5 gratuit qui va donc rendre le jeu beaucoup plus beau, et ça c'est très très sympathique de la part des gars de CD Projekt Red. Et pendant qu'on est aussi dans les mises à jour, on a aussi une mise à jour qui arrive ce mois-ci de Minecraft sur PlayStation 4 qui le rendra compatible PSVR, donc vous pourrez jouer en réalité virtuelle à Minecraft avec votre PSVR, c'est quand même très très fort, je vais faire ça dès que possible. J'allais le dire, j'étais sûr que tu testerais, ça m'étonne pas. Parfait, allez, quelques news en vrac, très express, juste du côté de chez Huawei, avec les Kirin, ça craint quand même, hein, Guillaume. Alors oui, ça craint. D'ailleurs, là actuellement, Trump, il se murmure que Trump est en train d'essayer de mettre la pression sur SMIC aussi, qui est donc un producteur de puces chinois, il voudrait les couper des technologies américaines, de toutes les technologies américaines, ce qui pourrait les mettre en difficulté. Alors il y a aussi donc cette histoire que Huawei ne peut plus avoir accès à TSMC, donc HiSilicon qui fabrique ses puces Kirin qui met dans ses téléphones non plus, et donc ils ont plus de puces, ils ont que les puces qu'ils peuvent fabriquer en Chine, et c'est compliqué. Cela dit, c'est pas pour ça que HiSilicon va mourir en fait, même si on a entendu que le Mate 40 serait la dernière téléphone à avoir des puces Kirin. En fait pas du tout. Voilà, le président actuel de Huawei, qui s'appelle Guo Ping, a affirmé que non, pas du tout. Huawei va continuer d'investir dans le développement des Kirin, aider financièrement ses partenaires et les fournisseurs pour ça. Il a dit « Ne gâchez pas l'opportunité d'une crise ». Donc HiSilicon se renforcera plusieurs années plus tard. Ce qui veut dire qu'en gros, pour les années à venir, là, on risque de plus trop entendre parler de HiSilicon, mais ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour essayer de revenir dans la course.
Et comme on l'a dit plusieurs fois, hein, la stratégie Trump risque d'aboutir potentiellement à des Chinois mieux équipés dans le futur, tout simplement. Ouais, à long terme, ce serait pas étonnant de les voir très concurrents sur ce domaine-là. Un effet de bord, mais je suis pas certain que le long terme soit forcément ce qui l'intéressait dans ce type d'initiative, Trump et son administration. Toujours du côté des États-Unis, justement, au passage, c'est la Cour d'appel aux États-Unis qui a pris la parole sur le programme de surveillance qui a été mis en place par la NSA et qui a été mis en lumière par Edward Snowden. Évidemment, un programme de surveillance qui a été mis en place suite aux attentats du 11 septembre. Mais ils ont pris la parole et c'est assez étonnant la conclusion qu'ils en tirent, Guillaume. En gros, et la conclusion qu'ils en tirent, c'est que non seulement c'était illégal, ça pourrait être anticonstitutionnel, mais surtout, ça a été complètement inutile, puisque en gros, la NSA n'a pas réussi à faire la démonstration d'un seul cas convaincant dans lequel serait prévenu un attentat terroriste. Ils avaient 13 cas potentiels qu'ils avaient présentés, finalement ça s'est réduit à un seul cas, et il s'avère qu'après analyse, c'est pas du tout concluant, quoi. C'est-à-dire que ça a pas vraiment prévenu un attentat, même si ça a lutté contre une forme de terrorisme, enfin je veux dire, c'est pas complètement déconnant, mais il y a pas une seule occurrence où clairement un attentat a été déjoué, enfin il y a absolument aucune démonstration de ça apparemment. Et donc oui, ça veut juste me dire que c'était non seulement illégal, mais aussi inutile. Donc voilà, cette espèce de grosse pêche au chalut là. Alors évidemment, Edward Snowden salue le truc, hein, c'est qu'il est très content de voir que enfin quelque part tout ce qu'il dit depuis des années, mais doit faire, je sais pas, 7 ans depuis maintenant, qu'il est en Russie, voilà, c'est enfin, plus ou moins, c'est devenu enfin quelque chose qui est accepté, quoi. Bon là maintenant, il faudrait qu'il puisse rentrer chez lui peinard, et ça, c'est pas encore d'actualité. Je sais même pas si c'était le fer de lance de ce qu'il dénonçait, le côté inutile. J'ai pas suffisamment suivi en détail l'ensemble de ses prises de parole, mais il me semble que c'était pas nécessairement ce qu'il mettait en avant, le côté inutile de ses surveillances. Il mettait en avant le côté liberticide, le côté. Oui, tout à fait. Mais la cerise sur le gâteau, comme tu le soulignes, c'est en plus ça sert à rien, quoi. Bon, voilà. Un dernier article que vous irez lire dans les notes de l'émission de cette rubrique en vrac et de cet épisode, c'est un petit article qui a été publié sur le site Le Monde avec une petite analyse sur la base d'un entretien avec Sarah Frier, qui est une journaliste américaine qui bosse beaucoup sur les réseaux sociaux et qui a mis en place une enquête sur le rachat d'Instagram par Facebook qui avait lieu en 2012, déjà 8 ans, et qui prenait la parole, et je trouvais ça très intéressant en quelques paragraphes, le regard qu'elle jette et qui est jeté sur Instagram avec la Facebookisation d'Instagram, dans le sens où ça devient de plus en plus une plateforme multifacette qui n'est plus simplement ce qui était prévu au départ de la diffusion d'images filtrées, mais qui devient quelque chose de l'ordre du hub assez incontournable, au point qu'il en est dérangeant et qu'il commence à lasser. Donc voilà, je vous laisse aller consulter cette enquête, ce papier qui est plutôt intéressant, je trouve. Oui, tu mets toi-même d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'utilises toi, Instagram, non? J'utilise Instagram. Cette profusion de nouvelles fonctionnalités tout le temps, en permanence. Moi, ça me gêne pas, en fait. Alors, je l'ai déjà relayé. Et je vais vous renvoyer vers un autre podcast qui parle beaucoup mieux de ces éléments-là, de manière beaucoup plus profonde. Ça s'appelle Le Code a changé, qui est une émission de France Culture ou France Inter? J'ai un doute. Je crois que c'est France Culture. C'est un podcast indépendant et ils analysent au travers des épisodes et avec des prises de parole d'experts les tendances, évidemment avec un regard, comme vous l'imaginez, très très critique des réseaux sociaux et en particulier d'Instagram. Et voilà, ils en parlent beaucoup mieux que moi. Moi, à titre perso, individuel, je pense que je sais aussi pondérer tout ça et le prendre avec beaucoup de recul. Mais je pense que les dérives que ça amène sont nombreuses et qu'il faut savoir les surveiller, effectivement.
Guillaume, merci beaucoup pour la préparation de cette émission, de cet épisode de Tech Café. Je voulais vous remercier aussi beaucoup de tous vos retours sur les derniers épisodes. Vous remercier de l'écoute que vous faites du podcast, épisode après épisode. On voit qu'il y a une audience qui progresse. On voit qu'il y a un soutien qui est de plus en plus présent sur le financement participatif. Donc vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup pour ce que vous faites. Ce podcast est évidemment le vôtre. Si vous voulez y réagir, je vous invite à aller sur techcafé.fr ou même mentionner Tech Café Podcast sur Twitter. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi sur des thèmes que tu as abordés, peut-être te corriger éventuellement? Oui, bien sûr, mais si vous pouvez me corriger sur Telegram aussi dans les commentaires de l'émission, et vous me retrouvez évidemment dans Tech Café et probablement dans un autre podcast qui va reprendre incessamment, je l'espère. Paraculte, et si jamais vous n'avez pas encore découvert Paraculte, allez écouter les épisodes qui sont déjà disponibles, il y en a plusieurs, on parle de pop culture, le groupe Telegram qui est disponible dans les liens qui figurent tout en haut des notes de chacun des épisodes de Tech Café. Un dernier mot aussi, j'ai eu une discussion avec un auditeur qui m'a dit j'écoute Tech Café sur Spotify parce que je veux vous soutenir et que je pense que ça vous ramène plus d'être écouté sur Spotify qu'ailleurs. Alors un dernier truc, moi j'ai rien contre Spotify et je suis ravi que vous écoutiez Tech Café sur Spotify. D'ailleurs, où que vous écoutiez Tech Café, on est évidemment ravis. Le plus important, c'est de nous écouter. Mais si vous écoutez sur Spotify pour nous soutenir, sachez que ça nous rapporte rien. Voilà, on touche rien de Spotify à ce jour. Probablement que des musiciens aguerris touchent des revenus. C'est pas le cas des podcasteurs, en tout cas pas le cas de Guillaume et de moi pour Tech Café. Donc si vous voulez nous soutenir, allez directement à la source sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit à très bientôt dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. On aurait pu conclure en disant que la keynote Apple était annoncée le 15 septembre. Oh mais oui, c'est vrai, la keynote. Ah putain, c'est trop tard, j'ai pas rajouté ça. Zut. C'est pas grave là. Et ben comme ça, je laisse l'enregistrement jusque là et puis on conclut cet épisode là-dessus.